Début de transmission, entre la Lune et la Terre. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, en février 2024, avec les invités de la saison 1, on est resté bloqué sur la Lune. On voulait juste prendre une photo et revenir. On peut plus redécoller. On travaille à la réparation du prototype, mais avec Pierre, on pense que c'est un pépin moteur. Dans la base de vie, on a de quoi tenir pendant un mois. Et avec Bruno, Aude, Serge, Martin, Pierre et Louis, on s'occupe comme on peut. Mais avec Louis, pour la saison 2, à distance, depuis la capsule, depuis la Lune, on va continuer d'interviewer 5 voironnés sur 5 sujets, pour comprendre le présent et imaginer le futur. Restez branchés. Fin de transmission. Salut Nicolas. Salut Antoine. Alors, on est ravis de t'accueillir avec Louis à distance, comme tu le sais. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Nicolas? Eh ben donc Nicolas Bally, j'ai créé ma première boîte à 18 ans. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis entrepreneur. Historiquement, j'ai une agence de communication qui était tournée full web à l'époque, donc dans la création de sites internet, dans la communication en ligne, et qui a étendu petit à petit ses prestations à de la communication plus globale, qui assure aussi de la communication en print, de la stratégie de communication, de la présence sur les réseaux sociaux, tout ce qui sert en fait à la communication des PME et TPE. Cette activité s'est enrichie puisqu'en fait on avait des savoir-faire techniques sur du développement d'applications web. Cette société est devenue petit à petit un petit groupe où désormais on a une deuxième boîte qui fait du développement et de la commercialisation de RP, de CRM, de logiciels métiers. Donc à destination encore une fois des PME, des TPE et des PME. Donc on a en fait un panel aujourd'hui qui permet d'accompagner toutes les boîtes dans leur transition digitale et dans leurs besoins qui peuvent être classiques ou bien plus spécifiques. Et avec ce savoir-faire justement avec les PME indépendantes qui n'ont pas forcément de services informatiques, de services communication, qui ne sont pas forcément en fait en interne capés pour ce genre de choses. On a des bureaux provisoires à Réaumont qui sont au milieu de la nature et de la campagne réaumontoise. Et on a des salariés qui viennent de Grenoble, Lyon et Chambéry et qui se retrouvent là à peu près une fois par semaine. On a des clients en fait sur tout l'est de la France, ce qui fait qu'on se déplace aussi beaucoup chez nos clients et que nos équipes sont principalement en télétravail le reste du temps. Oui, alors, et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que tu as commencé ta carrière professionnelle par l'entrepreneuriat, notamment à 18 ans, ce qui est très rare, et en plus a perduré dans le temps, comme tu l'as fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la notion d'entrepreneuriat, s'il te plaît? Je pense que l'entrepreneuriat, en fait, on pense beaucoup aux entreprises, mais c'est loin d'être seulement ça. C'est un état d'esprit et on le retrouve dans les associations, dans le sport, dans la vie de tous les jours. On parle d'entreprendre et d'être entrepreneur, mais c'est un terme qui est à mon avis bien plus large. Donc après, on l'a un petit peu dans le sang et on a des profils qui sont plus entreprenants que d'autres. Donc moi, dans mon cas, j'ai toujours eu cette volonté de créer des choses qui n'existaient pas, de développer des services, des solutions. J'ai un cerveau qui est une machine à trouver des solutions aux différents problèmes qu'il peut rencontrer. Donc du coup, ça a été un petit peu un choix. En fait, beaucoup disent qu'ils ont choisi d'entreprendre. Pour moi, c'est presque pas un choix, c'est quelque chose qu'on a dans le sang et qu'on est un peu obligé de faire si on l'a dans le sang et qu'on veut être heureux dans la vie. Donc l'entrepreneuriat, pour moi, oui, c'est né d'une volonté de créer, de changer des choses dans notre monde. Alors ça peut être à toute petite échelle comme à plus grande échelle. Mais c'est cette volonté-là, et cette volonté peut-être plus de créer que de convaincre. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des gens qui sont ce qu'on appelle intrapreneurs en entreprise et qui sont des profils aussi recherchés, qui sont capables de mener des projets avec d'autres, avec une hiérarchie, etc. Mais dans ce type d'entrepreneuriat-là, qui en est aussi une forme, il y a beaucoup de temps qui est passé à convaincre. C'est de la même manière aussi que quand on est entrepreneur et qu'on bosse avec des marchés publics, avec des écosystèmes comme ça, où on a une grosse part de temps passé à convaincre des gens d'accepter de créer ce qu'on veut créer. Après, quand on entreprend, effectivement, j'ai commencé très jeune, donc quand on entreprend en partant vraiment de rien, là en fait ce qu'il faut convaincre, c'est des clients de nous suivre, mais en tout cas on a une liberté complète sur l'établissement de services. Et après, nous, nos services, on les a co-construits avec nos clients depuis maintenant une quinzaine d'années.
Et du coup, en fait, on a malgré tout toujours un peu la main sur la direction qu'on veut donner à notre activité. Alors oui, effectivement, c'est vachement intéressant ce que tu dis, dans le sens où c'est un état d'esprit et c'est duplicable dans la société. Alors, entreprendre, pour toi, c'était effectivement plus une nécessité plus qu'un choix. Alors, juste, Louis, alors il y a tout un vocabulaire, on va pouvoir développer et dérouler un peu les idées. Alors, l'entrepreneur, c'est celui qui est à l'origine de l'entreprise. Alors, c'est-à-dire qu'il entreprend. Il a une idée, il monte un projet, il monte une entreprise et ensuite, il va développer cette entreprise. Tu as parfois des dirigeants d'entreprise ou des gestionnaires d'entreprise, souvent dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, par exemple, qui ne sont pas à l'origine de l'entreprise. Ici, on va voir effectivement les personnes qui sont à l'origine des entreprises. Et à ce propos, Nicolas, est-ce que tu peux nous donner les réelles motivations de l'entrepreneur ? Peuvent être variés, je pense, d'un entrepreneur à un autre. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprendre pour gagner des fortunes. C'est un petit peu quelque chose dont on se fait bombarder tous les jours. Alors ça peut être une des motivations. En général, on n'entreprend pas pour perdre de l'argent, mais beaucoup d'entrepreneurs, en fait, dont je fais partie, ont d'abord des projets à pousser. Et en fait, même s'il y a cette volonté effectivement d'avoir une rentabilité pour bien vivre et pour pouvoir pousser la boîte plus loin, c'est pas forcément la priorité en tout cas qui arrive. Après, on met un business model en face pour que ça fonctionne. Donc il y a vraiment différents types d'entrepreneurs. Il y a aussi une différence pour moi entre quelqu'un qui entreprend un projet à plusieurs, ou en tout cas qui souhaite monter une équipe, et un freelance qui va être aussi une forme d'entrepreneuriat, puisqu'en fait il entreprend pour ses capacités, pour sa vie, pour son business, mais ça va être très très différent au niveau de ses aspirations par rapport à quelqu'un qui cherche à monter une équipe. Donc moi j'ai été quand même assez longtemps seul sur mes entreprises. Maintenant on est un groupe de 7 personnes, donc un petit noyau qui s'est constitué au fil du temps, même si on était monté à une dizaine entre temps, et qu'aujourd'hui il faudrait plus qu'on soit à une dizaine ou une quinzaine. Mais là aussi en fait le métier d'entrepreneur et la vision d'entrepreneur a évolué au fil des entrées de chaque personne dans les différentes sociétés. Et du coup là me concernant, je passe aussi en entrepreneuriat maintenant, où il y a une vraie position d'entraîner en fait les équipes, d'entraîner les gens avec nous, qui est aussi un métier différent de ce qu'on a quand on gère juste sa boîte seule. Donc du coup ça fait partie aussi des aspirations. Il y a certains entrepreneurs qui dès le début vont plutôt chercher à lever des fonds et monter une équipe de 50 personnes, et d'autres qui vont commencer seuls, parce que pour eux ils arrivent mieux à créer quelque chose tout seul à la base. Alors c'est vrai, comme tu dis Nicolas, l'argent ne peut pas être le seul levier quand on crée une entreprise, et tu parles de création. Et c'est vrai que c'est beau. Alors pour résumer, effectivement c'est un état d'esprit. Et ensuite vient le business model. Le business model, Louis, c'est la façon dont l'entreprise va gagner de l'argent, avec les parties prenantes autour. Donc les clients, les fournisseurs, et toutes sortes de parties prenantes. Alors, ça me fait penser aussi, Nicolas, tu sais, à cette idée de business, comme on dit, c'est-à-dire en anglais l'occupation. Donc en fait, on entreprend quelque chose qu'on aime. Donc ça en devient une occupation, et en face on met un business model, c'est-à-dire une façon d'en vivre pour perdurer et faire ce que l'on aime. Juste Nicolas, il y a quelque chose dont tu m'avais parlé, c'est effectivement la vision. Parce que comme tu dis, l'idée de gagner de l'argent rapidement, le seul levier de gagner de l'argent ne suffirait pas, peut-être à long terme. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette notion de vision qu'a l'entrepreneur, ce qui peut être son moteur? Alors oui, carrément, parce qu'en fait, si on a une vision business très classique, on va certainement manquer d'énergie à beaucoup d'étapes de notre projet, parce que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. On a plein d'exemples de belles histoires de gens qui ont revendu leur boîte ensuite, et qui ensuite parlent de tout leur succès, etc. Mais il n'y a pas forcément que ça. Et je pense que quand on entreprend, on est effectivement porté par une vision bien plus profonde sur un tas de sujets. Ça peut être effectivement la qualité de travail, ça peut être des notions sociétales, ça peut être des notions de produits qui doivent changer les choses
Donc on va se dire, bon, bah, sans ce produit-là, en fait, le monde est moins bien qu'avec. Mais ça peut être effectivement aussi sans des boîtes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours, on parle beaucoup de nouveaux modes aussi de management. Bah, tout ça, on a toujours le choix, en fait, quand on est militant pour quelque chose, de soit, encore une fois, chercher à convaincre des gens, militer pour ça, soit se dire, bah, en fait, je vais faire moi-même et montrer un exemple de ce que j'aimerais faire. Donc après, on va tendre vers ça. Et bah forcément, au fil de notre parcours, on va plus ou moins y arriver rapidement et plus ou moins réussir à le faire. Mais en tout cas, effectivement, cette vision-là, c'est très important pour trouver l'énergie tous les jours aussi pour avancer. Alors oui, et c'est vachement intéressant parce que ce que tu nous dis, alors si on le comprend avec Louis, effectivement, c'est un état d'esprit d'une personne, alors soit toute seule, soit à plusieurs, mais en tout cas qui va se lancer dans une aventure avec ses motivations, avec sa vision, d'apporter quelque chose à la société, alors qui peut-être à terme va changer en tout cas son monde, son écosystème et peut-être changer le monde. On a des entrepreneurs qui ont changé le monde, c'est évident. Donc il y a tout ce process-là. Ça me fait penser à Martin qui nous parlait avec Louis de ce qu'il disait à des commerçants qui se lançaient, à des jeunes, vas-y fonce, crois en ton projet. Et ça, c'est toujours resté, c'est effectivement ça. Alors, il y a tous ces leviers, tout ce matelas dont tu viens de nous parler, mais comment on garde effectivement cette motivation au quotidien? Parce que comme tu le dis, effectivement, on en parlera peut-être, il y a certaines embûches. Comment on garde effectivement cette motivation? Bien sûr, il faut qu'en fait, soit l'idée soit ultra forte pour être assez source de motivation pour la mener à terme, soit que la façon dont on va réaliser cette idée soit ultra forte. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est toujours une histoire d'énergie à déployer au quotidien. C'est sûr qu'on apprend aussi en entreprenant qu'une idée ne vaut rien tant qu'elle n'a pas été mise en place, tant qu'on n'est pas arrivé en fait au but d'une commercialisation, d'une diffusion. Encore une fois, suivant les types de structures et autres, les objectifs sont différents. Mais des idées, comme tu dis, on en a tous 1000 par jour. Enfin, beaucoup de gens en tout cas en ont 1000 par jour. Et ensuite, il faut les sélectionner, il faut les mener. Et c'est aussi une peur qu'ont souvent des entrepreneurs au début de se faire voler leur idée, etc. Bon, c'est quelque chose qui peut arriver, notamment dans des domaines ultra techniques, etc. Mais la majorité du temps, ce qui a de la valeur, c'est son exécution et pas l'idée en elle-même. Et au contraire, en parler peut permettre de trouver des solutions pour avancer. Ah, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, il y a cette notion de confrontation au réel. C'est-à-dire que tu vas me dire, mais c'est un peu le jump. C'est-à-dire que là, on a suivi tout le process, ce dont on parle effectivement, de l'idée au projet, à la création et à défendre son entreprise, en tout cas à la développer. Mais avant ça, il y a le jump. Et effectivement, et comme tu dis, il y a cette idée de passer à l'action, mais aussi de se confronter au réel, avec ton business model, à voir s'il fonctionne ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que tu dis. Alors là, la partie un peu moins fun, quoique, les moments compliqués de l'entrepreneur, est-ce que tu peux nous en parler? Des moments compliqués, il y en a beaucoup, hein, notamment sur les premières embauches, avec des moments compliqués en termes de trésor, des moments compliqués en termes de gestion, d'accepter en fait aussi de perdre du temps à un moment donné pour pouvoir construire pour l'avenir, et du coup passer du temps à former des gens, etc. Ce qui n'est pas du tout de la perte de temps, mais qui à l'instant T est de la perte de chiffre d'affaires, de la perte au niveau de l'entreprise, donc qui amène à des problématiques de trésor qui sont bien connues des TPE, PME. Et il y a des moments clés, bah forcément en tant qu'entrepreneur on va être amené à vivre des choses qu'on aurait préféré pas vivre. Et là, effectivement, c'est très important de s'entourer. Et j'ai la chance d'être dans une activité où je travaille principalement avec des dirigeants, c'est-à-dire qu'on a en interlocuteur beaucoup de dirigeants, leurs équipes, mais souvent c'est des structures de taille modeste, donc qui n'ont pas forcément de gens dédiés à ce qu'on fait pour eux. Et du coup, bah, ça a permis aussi de constituer un réseau de clients qui sont pour certains devenus des amis, voire des amis très proches. Et j'ai toujours recherché effectivement des conseils, des avis, des choses comme ça. Et les entrepreneurs en général ne sont pas avares en transmission, en conseils et autres. Il y en a quelques-uns, forcément on peut penser un peu à de la concurrence ou des choses comme ça. C'est sûr que ça existe, mais en réalité la majorité des entrepreneurs sont plutôt enclins à donner des conseils et ne sont pas avares là-dessus. Et effectivement cette solidarité-là est très importante parce que ça permet aussi de voir ceux qui ont passé les étapes qu'on a passées, puisque souvent ces étapes sont quand même assez communes. Donc on a nous pour ça, enfin c'est un petit peu comme quand on débute dans la vie, hein,
des choses qui nous arrivent, notre premier amour, des choses comme ça, c'est des choses qui nous paraissent insurmontables quand ça s'arrête ou des choses comme ça. Et puis en fait, la vie est là et le temps est là. Et quand on y repense, c'était des fois moins compliqué que ce qu'on a vécu après. Et donc d'avoir des gens comme ça autour de nous, ça nous permet de maintenir le cap, de gagner éventuellement beaucoup de temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, le réseau que j'ai aujourd'hui et qui m'apporte effectivement beaucoup de conseils, de savoir-faire, si je l'avais eu à l'époque, tout serait forcément allé bien plus vite. Mais c'est quand même aussi un réseau qui a besoin aussi qu'on fasse nos preuves et qu'on avance par étapes et qui se constitue dans le temps. Donc il n'y a pas non plus de raccourci magique pour ça. Ouais, c'est vachement intéressant. Alors, comme tu dis, effectivement, il y a entrepreneur reconnaît entrepreneur. Et en fonction de la maturité du développement de chaque entreprise, il y a une certaine solidarité qui se met en place. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, chacun passe par ces étapes-là. Alors, effectivement, il y a une certaine entraide qui se met en place. Je trouve ça magique. Alors, c'est pas en contradiction, mais on aurait aimé avoir ton point de vue avec Louis sur un phénomène qu'on voit sur les réseaux sociaux. Certains chefs de file, j'allais dire, poussent notamment les nouvelles générations à se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors on a vu avec toi qu'effectivement c'est tout un cheminement, ça correspond à certains profils aussi. Et alors on voulait avoir ton point de vue là-dessus, sur ces chefs de file qui poussent beaucoup de générations, des jeunes générations à aller se mettre dans l'entrepreneuriat avec parfois une motivation qui est parfois simplement pécuniaire. Alors on voulait avoir ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses, Nicolas ? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui incitent à ce type d'entrepreneuriat-là incitent beaucoup à ce qu'on appelle un peu les solopreneurs, du soloprenariat, avec des gens qui vendent des formations en ligne, des gens qui vendent du conseil. Alors c'est toujours marrant, quand certains vendent du conseil sans avoir eu d'expérience avant, on peut se poser un peu la question. Mais en tout cas, c'est des métiers qui, en tant que tels, ont un intérêt à exister. Ensuite, tout le monde ne peut pas les exercer. Effectivement, il faut avoir un peu d'expérience derrière. Et ensuite, on ne peut pas non plus résumer toutes les activités à ça, puisqu'en fait, il y a aussi énormément de... Quand vous prenez votre voiture, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être monté par un solopreneur seul. Donc il faut un entrepreneur qui peut mobiliser des fonds, mobiliser des gens, mobiliser un savoir-faire, etc. Et du coup, encore une fois, les activités sont différentes. Et demain, je ne pense pas que tout le monde puisse être entrepreneur, notamment parce que je ne pense pas que tout le monde en ait envie profondément. Et en fait, cette mode un petit peu d'inciter à l'entrepreneuriat et à montrer que les bons aspects, on va dire, de ce métier, et de ce mode de vie, qui est plus un mode de vie qu'un métier, ça me fait beaucoup penser à quand on incitait les gens à devenir traders à une époque. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, c'était plus ça. On a vu aussi les limites de possibilité de faire des coups, on va dire, sur un certain nombre de choses, mais qui pour moi sont très différentes que de bâtir une entreprise et de bâtir vraiment un business long terme avec justement une vision, comme tu disais tout à l'heure. D'accord. Non, mais c'est bien d'en parler et que tu donnes ton point de vue là-dessus. Alors, on avait parlé avec Pierre, effectivement, de la mutation des modèles économiques, en tout cas même de la nature des entreprises, peut-être dans le futur. Alors, d'un côté, on a effectivement, alors je ne sais pas si c'est durable ou si c'est une tendance, comme tu le dis, effectivement, où on a peut-être effectivement des individus, en tout cas des personnes qui vont se diriger vers l'entrepreneuriat, l'indépendance, enfin en tout cas aller chercher cette indépendance-là. Et de l'autre côté, on a effectivement des mutations dans le salariat. Alors, notre question avec Louis, Nicolas, est-ce que tu penses, là, but en blanc, est-ce que le salariat existera toujours dans le futur ? Alors toujours, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, dans les prochaines décennies. Alors, je pense que le salariat existera toujours. Après, il aura certainement des formes différentes. C'est un peu compliqué d'y répondre, en tout cas, avec des formes de certitude aujourd'hui. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est notamment que le salariat, qui était un petit peu le CDI, qui était un peu un Graal, quelque chose de très stable, etc., aujourd'hui, ça l'est nettement moins, parce qu'avec tous les changements qu'il y a dans la société, les entreprises qui déposent le bilan, les entreprises qui changent d'activité, etc., le CDI, qui avant était un long fleuve tranquille, ça l'est plus non plus. Du coup, la sécurité qu'on apportait à nos salariés quand on leur offrait un job, elle n'est plus forcément suffisante, puisque on n'a pas forcément, le salarié n'est pas forcément
rassuré comme il pouvait l'être avant, et il peut pas forcément bâtir sa vie de la même manière sur un emploi. De la même manière, les gens changent beaucoup plus d'emplois qu'avant, puisqu'ils découvrent aussi beaucoup plus de choses, les compétences évoluent énormément. Avant, l'endroit où on naissait faisait un peu notre... on pouvait assez facilement prédire le parcours de notre vie. Aujourd'hui, c'est bien moins le cas, les choses vont bien plus vite. Et parallèlement à ça, on a quand même des évolutions technologiques qui, petit à petit, font disparaître un certain nombre d'emplois qui, sur des postes avec des valeurs qui étaient fortes en exécution, qui amènent en fait des solutions qui permettent d'aller plus vite, qui permettent de remplacer ces postes-là. Donc on a aussi toute une catégorie de personnes qui doivent changer de métier pour pouvoir continuer à être compétitifs. Donc ça va aussi changer beaucoup de choses. Et du coup, je pense que l'espèce de vision du plein emploi qui était un idéal poursuivi depuis des années, je suis pas sûr qu'il soit vraiment tenable aujourd'hui, puisque à force de faciliter, on va dire, les tâches techniques et autres, on a forcément besoin de moins de monde pour le faire. Donc je pense que la société va évoluer là-dessus, et en tout cas j'espère qu'elle va évoluer. On le voit aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes qui expérimentent des choses là-dessus, et les gens recherchent dans le salariat autre chose que juste une source de salaire. Elles ont besoin de justement adhérer à une vision dont tu parlais tout à l'heure. On a besoin de bien plus le partager qu'avant. Avant, on peut parler d'ailleurs de la différence un peu entre un entrepreneur et un patron, comme on pouvait l'appeler avant. En fait, le patron, c'était quand même très vertical, très directif. Aujourd'hui, on est bien moins là-dessus. Et les boîtes qui performent le plus entraînent quand même leurs salariés, leurs collaborateurs avec eux. Et je pense que du coup, ça va forcément évoluer là-dessus. Et après, ça sera le collectif qui décidera un petit peu de ce qu'il veut donner comme direction à ça. On peut se dire que demain, les postes seront plus forcément des postes à temps plein, mais que la richesse produite sera peut-être plus importante, donc pourra être mieux redistribuée, avec des gens qui gagneront mieux leur vie et qui n'auront pas forcément besoin de travailler à temps plein. La question après, c'est est-ce que ça sera un peu des choix individuels qui se dirigeront vers ça? Est-ce que ça sera des lois qui imposeront des choses là-dessus? On est dans un pays avec énormément de charges sociales et de contributions sociales qui est imposée. Aujourd'hui, c'est un modèle. Il peut aussi exister d'autres modèles. Mais en tout cas, les gens vont devoir évoluer là-dessus, parce qu'en fait, les entreprises sont quand même au cœur de la vie de tout le monde. C'est quand même ce qui crée le PIB du pays. Aujourd'hui, on est dans un pays où l'éducation, la santé, etc. sont majoritairement financées par de la contribution obligatoire. Malgré tout, les services se dégradent de jour en jour, donc il va y avoir aussi des choix en global à faire pour que ces ressources soient mieux utilisées. Oui, alors comme tu dis, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on se rend compte dans les prochaines décennies, effectivement, qu'il y aura énormément de défis à relever. Et ça, l'entrepreneur, sûrement, il est friand de ça. Alors, il y a des freins, tu as commencé à en parler. On a parlé un peu avec Pierre et aussi avec Bruno. Il y a effectivement cet aspect administratif qui ralentit parfois le développement de l'entreprise, alors administratif au sens large. Je voulais savoir quel était ton point de vue là-dessus. Alors oui, effectivement, ça, on se retrouve facilement dans un mur administratif, etc. Après, encore une fois, c'est aussi lié à ce dont on parlait avant, sur le fait d'inciter les gens à entreprendre, etc. Pour moi, il y a un parallèle à faire, c'est qu'aujourd'hui, en France, ce qui est réel, c'est que c'est ultra facile de créer une entreprise. Administrativement, c'est très facile de se déclarer, de créer sa boîte, c'est pas du tout un problème. Ensuite, tout change. C'est-à-dire que là, par contre, ensuite, que ça soit au niveau des déclarations, que ça soit au niveau encore plus quand on a des salariés, de tout ce qui est obligatoire autour, etc., on est face à une lourdeur administrative qui ne cesse de croître. On est accompagné par nos experts comptables en général là-dedans, qui sont bien souvent peu rémunérés pour ça, ou pas du tout. C'est aussi un métier qui est énormément en train de changer, donc qui est compliqué aussi là-dessus. Mais en tout cas, on est dans une jungle administrative, qui est une jungle administrative qui est très bloquante à la fois pour créer des emplois, à la fois pour mener des projets. Donc si on veut effectivement changer notre société, il va falloir aussi changer tout ce qui est administratif autour de ça. Et les solutions, je pense qu'elles existent, mais qu'on a des gens qui prennent des décisions en étant déconnectés de la réalité des entreprises.
Donc, mais ça, effectivement, pour le changement sociétal qu'on veut avoir, ça va être important de le changer. Et au niveau de la responsabilité des entreprises, bah, c'est sûr que pour moi, en fait, la personne qui a le plus de pouvoir aujourd'hui est le consommateur. Et juste derrière, c'est l'entreprise, je pense. À côté de ça, on a effectivement des satellites comme les médias et autres qui ont beaucoup d'influence et qui peuvent donner aussi des directions. Mais dans tous les cas, c'est ces deux acteurs-là, c'est les entreprises et les consommateurs qui créent vraiment la richesse. Alors effectivement, si on comprend bien, Nicolas, c'est de se dire effectivement que la lourdeur administrative freine un des propulseurs principaux, si ce n'est majeur, qui est l'entreprise. Et effectivement, il y a un dérèglement de la société. Alors, c'est pas lié qu'à ça, effectivement, mais en tout cas, c'est une lourdeur. Toi qui es passionné de technologie, ton cœur de métier est effectivement basé sur la technologie, notamment via les systèmes d'information et autres. Rémi Veller, qu'on a eu l'honneur de recevoir il y a quelques semaines, qui est préparateur mental, notamment pour les athlètes, en ce qui concerne effectivement le bien-être, mais aussi la performance, avait une question pour toi qui portait sur les nouvelles technologies. On va pouvoir aussi en parler davantage après, mais en tout cas, c'est la première question. On a parfois tendance à penser que la technologie, elle amène aujourd'hui beaucoup de divertissement. Mais sa question était la suivante: comment la technologie va pouvoir contribuer à l'épanouissement profond de l'être humain? Voilà sa question. Et voilà, à savoir ce que tu en penses, notamment de l'apport de la technologie, notamment dans la société, et notamment son rapport à l'humain. Bah, là encore, c'est une question compliquée parce que ça va dépendre de ce qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, pour reprendre des exemples trop repris, mais l'électricité, c'est ce qui permet de s'éclairer, c'est ce qui peut permettre aussi de tuer des gens. Donc après, on en fait ce qu'on veut, c'est la même chose pour le nucléaire, etc. Et en fait, là, on a des puissances aujourd'hui de calcul, on a des puissances de création en technologie qui sont énormes. On peut les utiliser pour le meilleur comme pour le pire. Après, encore une fois, c'est le collectif et c'est le consommateur qui a un petit peu la main pour utiliser ça. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur peut encourager toute la technologie qui lui fait du bien plutôt que la technologie qui lui fait du mal. Et aujourd'hui, effectivement, le développement technologique peut permettre de redonner de la mobilité à des gens qui n'en avaient plus, la vue, l'ouïe, etc. Enfin, toutes ces choses-là, c'est important. Elle peut permettre d'accéder, on le disait tout à l'heure, à de l'information pour se former, pour évoluer. Elle peut permettre de s'assister dans des tâches qui sont compliquées, qui sont loin de notre nature humaine. Donc si on l'utilise pour ça, effectivement, ça peut contribuer à l'épanouissement humain. Ensuite, on a eu une évolution technologique qui s'accélère énormément. Et en fait, là où nos parents, nos grands-parents avaient des fois une génération complète pour s'adapter à une nouvelle technologie, nous, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années, ça peut être bientôt quelques semaines. Et du coup, il va falloir réussir à suivre ça. Et c'est un grand débat de se dire, est-ce qu'à un moment, on doit un peu lever le pied ou continuer d'accélérer, quoi. Ouais, et on a un peu la même idée avec le feu qui réchauffe, qui cuit, mais qui parfois peut brûler. Tu as parlé aussi des avancées technologiques dans le domaine de la santé. En tout cas, on en parlait avec Aude, qui est avec nous dans la base. Des avancées technologiques qui vont être révolutionnaires dans les décennies qui arrivent, notamment dans la médecine, dans la chirurgie, dans la psychologie, dans la neurologie. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant, notamment dans le monde du handicap. Tu as parlé du trading aussi, il y a quelques temps. Alors on avait l'idée du trader dans les années 2000-2010, qui dans les centres urbains, je pense à New York, à la bourse. Je pense aussi à Paris, pour les gens qui voulaient être artistes, qui montaient à Paris. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, un gars de 18 ans avec un téléphone peut aussi faire de la crypto-monnaie et effectivement interagir avec les marchés. On a aussi, avec les réseaux sociaux, on peut devenir effectivement un artiste à distance via les réseaux sociaux. Quel est ton avis là-dessus, sur le fait que la technologie va engendrer effectivement une décentralisation des grands centres urbains, mais de manière générale, quel est ton avis là-dessus? Alors bien sûr, je pense que la technologie, de toute façon, c'est elle qui a rendu aussi possible le télétravail et qui a rendu possible le changement de vie de beaucoup de monde. Et elle permet totalement de décentraliser le travail. Alors, encore une fois, pas forcément dans l'industrie, pas forcément dans de la production manuelle et autres, où il faut toujours se retrouver un endroit pour le faire. Mais dans énormément de métiers, on n'est plus du tout rattaché à un lieu pour travailler. Et ça, après, c'est aussi quelque chose où les pouvoirs publics ont
a un rôle à jouer, puisque notamment sur la fibre, sur des choses comme ça, on a un retard qui est considérable, c'est-à-dire qu'au niveau national, on parle d'une couverture énorme, etc., mais dans les faits, la couverture de qualité n'est pas forcément là, contrairement à des pays, notamment dans les pays de l'Est, qui sont très très en avance là-dessus. Et on voit qu'effectivement, dans le milieu de la tech et dans le milieu notamment du développement, c'est des pays qui ont pris une avance considérable en très peu de temps, puisque justement des gens pouvaient avoir accès à la ressource et au travail tout en habitant loin des grandes villes et loin des centres économiques. Oui, alors on voit tout l'impact de la technologie qui va jusqu'à là, effectivement, jusqu'à décentraliser et pourquoi pas renouveler, j'allais dire, un mode de société, notamment plus local en fait. La technologie aussi contribue à ça. Est-ce que c'est ton avis aussi par rapport à ça, et notamment sur des modèles effectivement plus locaux, j'allais dire? De toute façon, tout ce qui est local amène une efficacité qui est bien plus importante que tout ce qui est décentralisé. Et aujourd'hui, je pense aussi que dans nos modèles de société, le fait d'avoir des villes avec une hyperactivité, mais qui en même temps ne sont plus accessibles en termes de logement pour toute une partie de la population, qui ensuite vont vivre dans des dortoirs autour des villes, etc., font que les gens ne se connaissent plus. Et que les gens en fait ont une certaine anonymité qui, de la même manière que sur internet, fait que quelqu'un qui ne connaît pas son voisin pourra bien plus facilement lui faire une crasse, ou en tout cas ne pas l'aider, que dans des lieux où on a le temps de contribuer à la vie locale et de la communauté. Et aujourd'hui, dans les villes où il y a vraiment un tissu associatif fort, etc., il y a bien moins de problèmes de délinquance, il y a bien moins de problèmes de choses comme ça, puisque jamais personne, sauf cas extrême, ira faire du mal à des gens qu'il connaît en fait. Ouais, bah écoute Nicolas, c'est passionnant. Effectivement, de voir l'impact que la technologie, même si effectivement on la voit arriver, tout le bouleversement qu'il va y avoir effectivement, jusqu'à effectivement des innovations, jusqu'à un modèle de société plus local. C'est vraiment impressionnant, mais c'est ce qui va nous arriver effectivement. Enfin, en tout cas, ce que tu nous dis va dans ce sens-là, qu'il y a un bouleversement dans les prochaines décennies, ou en tout cas peut-être jusqu'en 2100, peut-être. Le nouveau mode de société, effectivement, on en parlait aussi avec Pierre, on en a parlé avec Bruno. Effectivement, c'est un bouleversement incroyable, et l'entrepreneur, pour revenir à ça, effectivement, va jouer un rôle qui va être aussi décisif dans cette aventure qui est passionnante. Et Nicolas, dans la continuité de nos rencontres avec Louis, on va rencontrer dans quelques jours Maud Changeur, qui est gérante d'une agence immobilière, et avec elle on va parler d'immobilier, du monde de l'immobilier. On va essayer de comprendre comment fonctionne ce monde-là, et peut-être essayer de se projeter. Est-ce que tu aurais une question à lui poser ? Moi, la question à la limite que je pourrais poser, c'est qu'est-ce que va devenir l'immobilier de demain sur la notion de propriété, sur la notion, on voit qu'il y a de plus en plus de projets aussi avec du foncier qui n'appartient pas forcément aux gens qui construisent dessus, etc. Avec les bails amphithéotiques, des choses comme ça qui existent depuis longtemps, mais qui sont remis un peu sur le devant de la scène. On a des solutions d'habitation légère avec du bâtiment modulaire qui peut être déplacé, où on peut acheter finalement son bâtiment sans acheter son foncier, etc. Est-ce que tout ça va changer des choses dans le monde de l'immobilier, quoi? Eh bien écoute, on lui posera la question, Nicolas. Un grand merci pour ton temps, pour cette belle conversation passionnante. Avec Louis, je pense qu'on a passé un très bon moment. Merci à toi et à très vite. Salut Nicolas. Avec plaisir, et à bientôt.